chercher, que chacun puisse chercher à partir des présupposés philosophiques et initiatiques, qui sont ceux de l'ordre, comment lui interprète la règle de l'ordre et ses présupposés. Comment il se fait son idée de la justice, et à partir de là, comment dans le monde profane il défendra l'idée de la justice qu'il s'est fait lui-même. Je suis intimement convaincu que, à partir de réflexions initiales sur la symbolique de la justice, chacun d'entre nous, dans la Loge de France, en dehors des loges, aura une vision différente et une application différente. Quelque part, c'est une réflexion commune qui débouche sur une liberté de pensée et d'action strictement individuelle. Merci. Vincent Nougy voulait poser une question. Non, pardon, j'avais cru que tu m'avais fait un signe, excuse-moi. Je voudrais juste apporter une petite précision. Oui, pardon, allez-y. Juste ajouter un petit point à ce qui a été dit sur le fonctionnement de nos loges, précisément par rapport à la société civile, par rapport aux diverses sociétés, associations qui réfléchissent sur toutes les questions sociales. Je crois qu'il ne faut jamais oublier que la loge a des règles de fonctionnement qui ne sont pas tout à fait celles du monde profane, et que d'ailleurs mon voisin décrit bien dans ses textes. Quand le commissaire arrive en loge, il n'est plus tout à fait le même. Il n'est plus tout à fait le même, ça veut dire que la prise de parole n'est pas ordinaire. Là, je demande la parole, je l'ai. Dans une loge, je ne peux pas prendre la parole. Il faut que je la demande. Il faut que j'attende mon tour. Il faut qu'on me l'accorde. Et sur un sujet donné, je peux parler une fois, deux fois, trois fois, c'est déjà trop. Donc je tourne ma langue un certain nombre de fois dans ma bouche avant de dire ce que j'ai à dire. Et puis ensuite, je m'assieds. Et ensuite, quelqu'un d'autre prendra la parole avec le même protocole et dira peut-être l'inverse de ce que je viens de dire. Et il faudra que je l'accepte. Et je ne pourrai pas protester. Eh bien, si vous faites ça de tenue en tenue, d'année en année, il y a des changements qui s'opèrent en vous. Vous devenez plus tolérant, vous réfléchissez un peu plus, vous acceptez un petit peu plus les diverses facettes d'un point. Je prends un simple exemple. Nous travaillons actuellement dans notre commission de bioéthique sur la gestation pour autrui. Vous savez, la gestation pour autrui, surtout pour un psychanalyste, quand on dit il faut pour faire un enfant, il faut un père, une mère, et puis il ne saurait y avoir d'autres situations. Et puis, je suis arrivé dans cette commission avec des juristes, avec des sociologues, avec des chercheurs, et on réfléchit, on parle. On parle, je suis parti d'une position qui était une position extrêmement affirmée, stricte, et puis je me suis vu bouger. Alors, je n'ai pas encore complètement changé d'avis, mais au fur et à mesure où les arguments sont développés, et je rappelle quand même que la gestation pour autrui, c'est quand même intéressant que des femmes soient là pour en parler, quand même. Et donc là, on bouge, on se dit, tiens, là, il y a des arguments qu'on n'avait pas pris en compte, la société n'est plus tout à fait ce qu'elle était, et alors jusqu'où, ça dépend des travaux, ça dépend de la manière dont on se représente les choses, mais ça, c'est la loge. Et ça, c'est la différence par rapport aux associations, aux endroits où on débat aussi de ces questions. Voilà. Ça, c'est le propre de la loge. C'est ce que je voulais ajouter. Mais pas du jeudi. Alors oui, je voudrais, sur cette notion de think tank, je pense que vu par les journalistes quand même, l'image est un peu, là encore, décalée, parce qu'il y a le côté think tank, ce qui se passe à l'intérieur des loges, et puis ce qu'il en ressort extérieurement. Or, regardez tous les articles qui ont été pondus depuis allez, on va dire ne serait-ce que 3 ans. Qu'est-ce qui sort le plus là en ce moment? C'est les femmes, le Grand Orient, les bisbilles. Un coup j'initie les femmes, un coup je les initie pas. Voilà, c'est objectivement, c'est complètement ringard, quoi. On est au 3e millénaire, on se pose encore la question de savoir si des femmes peuvent être encore initiées. Mettez-vous encore une fois à la place des profanes. C'est un débat qui, ne serait-ce que l'essence même de ce débat, le seul fait même de poser cette question, je pense, décrédibilise la maçonnerie sur son engagement sociétal. Et là, je reviens à mon concept de schizophrénie, c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que c'est une fraternité qui oscille entre deux pôles. Le pôle initiatique, où on taille sa pierre, dans le bon sens du terme, et on apprend, et on évolue, et on fait des choses dans une atmosphère, dans une enceinte sacralisée, qui est tout à fait respectable. Et après tout, pourquoi y aurait-il une dictature de la transparence? Pourquoi faudrait-il tout connaître, tout savoir des gens? Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'à un moment donné, il y ait des endroits qui soient fermés,
où on est un jardin intime. Au lieu d'avoir son jardin intime tout seul, eh ben on l'a avec des frères, avec des sœurs. Et ça, c'est tout à fait respectable. Mais on ne peut pas faire les deux en même temps. On ne peut pas dire je m'isole, je travaille dans un endroit fermé qui ne soit pas un temple de transparence, et de l'autre côté dire ah mais moi je veux influencer la société, moi je fais des débats, moi je voudrais faire pousser les choses. Les gens ne le comprennent pas. Franchement, et encore une fois, je pense que les deux dimensions sont respectables. Et on pourra continuer à faire des débats comme ça longtemps. Moi, je peux vous prédire une chose, c'est qu'il y aura encore des articles qui vont vous tomber dessus. Ça, c'est prédit. Et qu'à un moment donné, je me pose la question de savoir si même les obédiences maçonniques entre elles pourraient pas s'accorder. À savoir que quand on a une démarche initiatique, eh ben, si on a envie de travailler à l'évolution de la société, si on veut être en prise directe avec le monde moderne, ben on va dans une obédience qui est, ma foi, peut-être un peu plus moderne. Là, je me tourne vers vous. Hein. Merci. J'en suis pas, donc moi, j'ai pas d'intérêt. Ou le Grand Orient, parce qu'au Grand Orient, ils sont plombés par cette histoire, mais quand même, ils ont quand même toute une réflexion là-dessus. Après la GL, c'est vrai que vous êtes beaucoup moins connu des médias. Parce qu'en fait, vous n'avez été pas éclaboussé par les scandales comme la GLNF. Vous n'avez pas de chance. Vous n'êtes pas éclaboussé. non mais je mets un peu de piment là-dedans. Vous n'êtes pas comme vous êtes quand même les modernes de l'histoire parce que vous, les femmes, c'est considéré comme une race normale. C'est comme vous, quoi. Tout à fait. Hein, c'est pas une race inférieure, on est d'accord. Comme nous, tu dois dire. Non, mais moi, je suis un profane. Et d'un autre côté, le géo, qui eux sont quand même dans cette modernité, mais ils sont embringués dans cette histoire, femme ou pas femme, et ça les dessert complètement. Je vous donne juste une anecdote. Il y a eu un communiqué de presse du géo, et que j'aime particulièrement parce que mon co-auteur est du Grand Orient, et c'est des gens que je connais mieux en fait, que j'aime bien, franchement, bien que j'en suis pas. Et il y avait un communiqué sur, je sais plus, sur les histoires d'intégration, de communautarisme et de lié à la burqa et de choses de trucs. Quand les journalistes ont reçu ça, mais ils ont éclaté de rire. Ils ont dit, vous ne pouvez pas vous donner des leçons aux musulmans sur la burqa, le niqab, et vous-même, vous ne savez même pas si vous initiez les femmes ou pas. Et c'est ça le problème. Alors que la GL, vous, comme vous êtes pas ce problème, les femmes, elles sont considérées comment chez vous? Hein? C'est très simple, les femmes sont considérées à l'égal strict des hommes, mais je crois qu'il ne faut pas confondre. Mais vous les initiez ou pas? Non, pas du tout. Ah bah je comprends pas. Non, mais je crois que. Non mais je reprends. C'est pas l'essence de la maçonnerie, je sais bien. Mais. On va expliquer les choses. Si l'on est dans une démarche d'abord de se dire il faut initier les femmes, ça fait plus de 100 ans qu'elles sont initiées. Et qu'elles sont initiées, il y a eu des loges d'adoption dès la création de la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle, franc-maçonnerie moderne. Il y a eu des loges d'adoption sous l'Ancien Régime. Il faut bien reconnaître que les femmes, c'était les épouses de maçons, j'allais dire les compagnes des prêtres et les épouses des bourgeois. C'était ça. C'était une maçonnerie d'un niveau inférieur. Ça a disparu avec la Révolution française. Je vous passe le code Napoléon qui a mis la femme sous les ténoirs des droits. C'est revenu avec la Troisième République. Sous la Troisième République, il y a eu à nouveau, à la Grande Loge de France, à recréer des loges d'adoption, toujours avec le même principe, un rituel d'adoption, qui est un rituel d'un niveau un peu inférieur, et une initiation qui n'est pas complète. La première initiation complète au même niveau que les hommes a eu lieu en 1882, Maria de Rheims. Initiation du même niveau que les hommes, ça veut dire que les frères de cette époque reconnaissaient aux femmes le droit d'être initiées complètement, à l'égal d'eux. Après, s'est créée donc une maçonnerie mixte, puis une maçonnerie féminine. Le fait de ne pas initier dans nos loges ne veut pas dire du tout que nous ne reconnaissons pas du tout la qualité d'initié des sœurs. Absolument pas. Maintenant, le problème, c'est de savoir si on travaille en commun ou pas. Alors là, c'est un problème qui est tout à fait différent. Est-ce qu'il est nécessaire de céder, j'allais dire, à la mode du temps et de se dire les femmes ont des droits sociaux comme les autres, elles doivent obligatoirement rentrer dans des loges masculines? J'avoue que c'est un peu totalitaire comme raisonnement. La qualité primordiale de l'initiation, et c'est une demande que l'on fait à chaque initiation, demande répétée 4 fois si mes souvenirs sont bons, au moins 3 fois symboliquement, mais sûrement 4 fois. Est-ce que vous voulez bien être initié dans cette loge? C'est-à-dire que l'on demande à celui qui n'est pas initié, est-ce que c'est bien dans cette loge-ci, pour suivre la démarche initiatique que l'on vous propose, en pleine et libre volonté que vous voulez? Et l'éventail des initiations masculines, féminines
et mixte étant complet dans notre pays, c'est un problème qui ne devrait plus se poser. Tout simplement parce que chacun a le choix individuel du type d'initiation qui lui convient. Et du reste, si par hasard il avait fait une erreur de casting, si un homme était parti dans une initiation mixte et que ça ne lui convienne pas, il peut aller dans une obédience masculine. J'ai des frères à la Grande Loge de France qui, au bout d'un certain temps, ont pensé que l'initiation purement masculine ne convenait pas et qui sont partis à la Fédération du droit humain. Et du reste, il y a des frères qui ont la double appartenance, qui sont au droit humain ou à la Grande Loge et qui aussi entre les deux, qui parfois choisissent. Mais c'est leur propre liberté, de leur complète liberté. Il ne faut pas mélanger, je pense, l'activité sociale et culturelle de la maçonnerie avec l'activité initiatique. Ce sont des choses qui sont tout à fait séparées. On peut très bien travailler en commun sur les mêmes problèmes communs, mais l'activité initiatique, ce sont des choix. Et ces choix peuvent être masculins, féminins ou mixtes. Et il faut respecter complètement. Si les maçons ne respectaient pas la liberté de conscience et la liberté de choix d'un individu qui veut rentrer chez eux, où serait-on? Ça voudrait dire que de manière totalitaire, on imposerait à chacun d'être initié dans une loge mixte. Ça n'a pas de sens. Mais alors aucun sens. C'est complètement contraire à l'idéal maçonnique. Le problème se poserait différemment s'il n'y avait pas d'obédience strictement féminine et d'obédience mixte. Or, le problème ne se pose plus dans notre pays depuis plus de 100 ans. Il est possible à chacun de s'initier dans la structure qui lui semble, à lui correspondre personnellement. Il n'y a aucune raison que les structures qui proposent des initiations de type différentes doivent se soumettre au goût du jour. Est-ce que vous demandez à la Fédération du droit humain pourquoi vous êtes mixte, pourquoi vous n'avez pas des loges uniquement masculines et des loges uniquement féminines? Il faut renverser la question. Demandez aux sœurs de la Grande Loge féminine de France si elles veulent initier des hommes. Elles n'ont pas du tout dans l'idée d'initier des hommes. Le choix est possible de manière complète. Et ce n'est pas aux obédiences à imposer des choix. Il faut laisser à chaque femme et chaque homme de ce pays son choix personnel de s'initier de manière ou mixte, ou uniquement féminine si c'est une femme, ou uniquement masculine si c'est un homme. Laissons la liberté. Il est impossible pour une obédience maçonnique de décréter que celui ou celle qui va rentrer dans son obédience n'aurait pas le choix de son initiation. C'est complètement contraire à l'éthique maçonnique. Mais je dis. Monsieur, Je crois que je vais vous présenter, comme ça je reprends votre question. Oui, bonjour, Gérald Marino. J'ai une question, puisque le débat aujourd'hui, c'est la formation des médias. On a beaucoup parlé de la place que donnent les médias à la franc-maçonnerie, souvent au travers des papiers publiés. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre la question à l'envers et se demander quelle place la franc-maçonnerie s'octroie, se donne dans les médias? Je m'explique. Alain Moldegard l'a bien dit en début de table ronde. Au siècle dernier, la franc-maçonnerie a beaucoup œuvré pour des sujets qui nous concernent encore aujourd'hui, le planning familial, le droit à l'IVG. Puis depuis, plus grand-chose, plus rien. À moins qu'il me manque certaines choses, mais je ne les vois pas. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la franc-maçonnerie ne pourrait pas clairement prendre position dans les médias sur des sujets très précis? Par exemple, je pense aux 100 ans de la fiction sur l'Église des États en 2005. On n'a pas entendu la franc-maçonnerie parler là-dessus. Plus récemment, est-ce que la franc-maçonnerie n'aurait pas dû prendre la parole sur la loi contre le port du voile intégral? J'ai pas ça en quelque chose officiellement. Donc voilà, est-ce qu'aujourd'hui la franc-maçonnerie a encore quelque chose à dire au monde social? Alors je résume, et vous allez me dire si je trahis votre pensée. L'idée étant effectivement qu'on est capable d'identifier des grandes lois du siècle dernier sur attribuer, à tort ou à raison d'ailleurs peut-être aux maçons concernant l'IVG ou le planning familial. On peut peut-être être plus sec quand il s'agit d'identifier des lois récentes attribuées au mouvement maçonnique. Et la question est effectivement donc, quelle est la capacité des ordres, des obédiences à être présents dans le débat public et d'apporter des propositions concrètes ou en tout cas des prises de position sur des sujets qui ne sont pas forcément d'actualité, mais en tout cas qui, à un moment ou à un autre, concernent la vie sociale, la vie contemporaine. Oui, je voudrais dire,